Parfait, merci beaucoup. Bon, bah, je vais évoquer, pour prolonger les deux interventions précédentes, un sujet qui souvent préoccupe les collègues qui sont dans les collectivités, qui travaillent sur la data, qui travaillent sur l'open data, qui est de dire, mais comment est-ce que je peux convaincre les élus? Comment est-ce que je peux associer les élus? Il est sans doute habituel de penser que d'ailleurs, peut-être les élus font partie des gens réfractaires, comme ça a été évoqué tout à l'heure. C'est pas le cas de façon générale, mais cela peut arriver. Pour vous parler de ça, je vais m'appuyer sur notre expérience. Donc, je suis le fondateur du cabinet Civiteo, également cofondateur de l'Observatoire Data Publica, et nous avons accompagné des dizaines de collectivités depuis 2016 maintenant, dans des démarches d'ouverture de données, de partage de données, de stratégie de la donnée, d'usages multiples et variés de la data. Comment est-ce que l'on fait pour convaincre nos élus, qui sont les décideurs? Comment on fait pour les embarquer dans une démarche liée à la gestion des données et à l'open data en particulier? La première chose qui est importante, c'est que souvent, nous considérons dans les services des collectivités. J'étais un peu vite sur ma présentation, j'aurais peut-être pu préciser qu'avant de faire ce métier de consultant, j'ai travaillé pendant 25 ans en collectivité, dans toutes les strates. J'étais directeur d'office HLM, je travaillais en mairie, en département, en région. Souvent, nous considérons les enjeux de la data comme étant d'abord des problématiques qui relèvent des services, des problématiques juridiques. Ça a été évoqué à travers l'intervention de Benjamin, bien connaître le cadre, les obligations de publication de données ouvertes, c'est une chose, mais derrière tout ça, il y a aussi beaucoup d'autres obligations. Il y a des obligations thématiques sur certaines politiques publiques sur lesquelles la diffusion, la standardisation, la mise en interopérabilité des données est définie par des textes. Il y a des obligations qui sont même parfois très anciennes, hein, notamment pour toutes celles et ceux qui travaillent sur l'information géographique depuis de nombreuses années. Vous le savez, puisque vous avez été un petit peu pionnier d'un point de vue professionnel, mais pionnier également d'un cadre juridique depuis la directive Inspire. Il y a des obligations qui concernent l'usage des données, des textes peu connus, méconnus sur la transparence algorithmique, par exemple. Il y a aussi des enjeux éthiques, c'est-à-dire des questions que l'on se pose dans nos territoires sur l'utilisation des données, parfois aussi sur la publication de certaines données, même si là, les textes encadrent assez bien les choses. Euh, L'éthique, ça va être ce que les textes ne prévoient pas, mais que l'on décide de faire ou de ne pas faire. Et ça, c'est des questions que certains d'entre vous connaissent à travers des travaux, des exercices sur des chartes, des définitions de doctrine et de principes autour de la data. Il y a des enjeux techniques, bien sûr. Ça a aussi été évoqué par Benjamin. C'est l'un des enjeux majeurs de Data Grand Est, avec notamment l'annonce dans quelques semaines de la nouvelle plateforme Data Grand Est. On les met où, ces données? Derrière ces enjeux techniques, c'est des enjeux d'accessibilité, d'exposition, qui, euh, pardon, j'ai un message qui s'affiche me demandant de présenter Grand Innov. Je pense que c'est pas pour moi. Ça, pardon, excusez-moi. Donc, il y a aussi des enjeux de cybersécurité, bien évidemment, des enjeux économiques. Tout ça a un coût. Il y a la valeur des données, non pas au sens monétaire, mais la question de la valorisation des données qui peut être tout à fait importante vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis de partenaires qui sont eux-mêmes producteurs de données, qui ne sont pas toutes gratuites. L'open data pour la donnée publique prévoit un accès gratuit. Des enjeux managériaux également auxquels un certain nombre d'acteurs sont confrontés. Il y a des créations de postes parfois pour gérer de la donnée, il y a de la formation pour que les experts, qui sont sans doute nombreux dans ce webinaire aujourd'hui, les experts qui connaissent bien la data, eh bien, comment vont-ils partager leur savoir, leur expérience avec des collègues dans les différents métiers? On voit aujourd'hui, par exemple, des plans de formation data, et je dirais un petit mot de l'IA tout à l'heure, qui voient le jour dans des collectivités, des enjeux environnementaux. Et puis, mais je dis et puis parce que vous voyez, ça prend du temps, ça arrive après. Derrière la data, il y a aussi des enjeux démocratiques et des enjeux politiques. Et ça, c'est un point qui est important, parce que quand on parle de gestion des données dans une collectivité, il ne faut pas oublier de dire que la manière dont on utilise les données renvoie à des enjeux démocratiques et des enjeux politiques. Les enjeux démocratiques, on est dans un webinaire où on parle d'open data, on pense bien sûr d'abord à la transparence, c'est l'une des trois grandes finalités de l'open data telle qu'elle a été définie, on va dire, en Europe, et puis telle qu'elle a été déclinée dans la loi Le Maire depuis 2016, la transparence démocratique, mais ça n'est pas que ça. Les enjeux démocratiques, c'est aussi sur les conditions d'utilisation des données. On peut penser à des territoires
qui utilisent des systèmes de plus en plus optimisés, automatisés, et la question de la transparence de la collecte de la donnée sur les fonctions urbaines, ce qu'on appellera comme on veut territoire connecté ou smart city, c'est un enjeu démocratique. Et vous le savez, il y a aujourd'hui un certain nombre de territoires et d'élus. Quand on parle d'enjeu démocratique, eh bien là, les élus, peut-être s'ils n'étaient pas sensibilisés, eh bien vont lever une oreille, vont s'investir dans des sujets, par exemple, de signalement de collecte de données dans l'espace public, d'explication, d'usage de ces données également dans des réunions que l'on anime quartier par quartier. Je sais on rentre en période électorale au niveau communal en tout cas. C'est des sujets qui sont importants. Et puis des enjeux politiques au sens large du terme. Derrière l'utilisation des données, il y a des enjeux majeurs de conception des politiques publiques, d'amélioration de l'impact de ces politiques publiques. Tout ça fait que nous sommes depuis maintenant 4 ou 5 ans dans un contexte où il y a eu un certain nombre d'études et de rapports, j'aurais pu en citer 7 ou 8, mais j'en mets un à l'écran, qui est le rapport du député Botorel, qui date de 2020, qui nous dit il faut des politiques publiques de la donnée. La gestion des données, ça n'est pas qu'un levier, une méthode, des techniques pour la mise en œuvre des politiques publiques, ce qui laisserait à croire que c'est de la responsabilité seule, pleine et entière des services et de l'ensemble des agents publics qui y travaillent. Non. Ce que nous dit le rapport Botorel et ce que nous disent aujourd'hui un certain nombre de collectivités territoriales, c'est que le sujet du pilotage des politiques publiques par la donnée passe par le fait de se doter d'une politique publique de la donnée. Cela existe maintenant à l'échelon national avec une quinzaine de stratégies qui ont été adoptées par grands pôles ministériels, mais nous l'avons également à l'échelon d'un certain nombre de collectivités, puisque des collectivités ont voté de véritables stratégies de la donnée. Ça peut être des agglomérations, on peut penser à Angers, ça peut être des régions, on peut penser à la région Occitanie, ça peut être également des intercommunalités, des communes, des départements qui sont en train de se doter d'une véritable politique publique de la donnée. Et là, évidemment, à ce moment-là, les élus doivent être embarqués. Mais pour pouvoir convaincre vos élus, aider vos élus également, parce que régulièrement, on constate aussi qu'il y a un élu, l'élu en charge du numérique, éventuellement en charge du numérique et de la data dans un certain nombre de territoires, et de la data et de l'IA, même maintenant, de l'intelligence artificielle pour quelques-uns. Souvent, c'est un élu, je caricature pas, c'est une observation que nous avons faite avec l'Observatoire Data Publica. Nous avions publié une étude de l'ensemble des délégations des élus en charge du numérique dans toutes les villes et intercommunalité de plus de 100 000 habitants après les dernières élections municipales, il y a 5 ans. On avait constaté que c'était souvent un élu, un ou une élue plutôt jeune et venant plutôt du monde du numérique. Les profils sont peut-être en train de changer, on verra ce qu'il en sera après les prochains scrutins municipaux. Parfois, cet élu est aussi isolé, comme l'expert ou les experts en charge de la data se sentent parfois un peu isolés, pas très soutenus, et peut-être que leur élu au numérique le pense aussi. Il y a donc pour cela des leviers, des moyens, des outils qui peuvent être utilisés. Et l'équipe de Data Grand Est m'a demandé de témoigner devant vous d'un certain nombre de choses et d'en tirer quelques enseignements. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de faire comprendre aux élus l'importance d'utiliser de façon stratégique, c'est-à-dire à dessein, des données pour améliorer l'impact des politiques publiques. C'est bien ça le sujet, ce que les anglo-saxons appellent le data mindset. Pour ça, il y a plein de formats qui existent. Moi, je pourrais en raconter des dizaines parce on a fait plusieurs fois le tour de France sur ces sujets-là. Pour les élus, on fait parfois des conférences. Ça peut être une conférence d'une heure rattachée à une rencontre X ou Y. Ça peut être des séminaires avec les élus. Et ça, c'est des choses, je me permets de vous le dire, qui parfois prennent des proportions importantes. Ça va peut-être surprendre certaines et certains d'entre vous. Il nous est arrivé d'animer des séminaires d'élus sur la data sur une journée complète, entièrement consacrée à ces enjeux de data, et pas que dans des très grandes métropoles qui seraient des smart cities pionnières, etc. Ça peut être aussi des séminaires et des temps de travail conjoints. J'ai en tête une ville de 30 000 habitants où nous avons animé il y a quelques semaines un séminaire d'une journée entièrement consacré à la data avec le CODIR et l'ADG et le bureau municipal dans son entièreté. Ça peut être aussi à l'occasion de rencontres au niveau intercommunal, parler de la data et peut-être un peu d'intelligence artificielle à l'occasion d'une conférence des maires. C'est des formats que l'on rencontre très régulièrement, sachant que les élus ne se forment pas que ou ne s'informent
Est-ce que les élus doivent être informés, formés? Peu importe, la question, c'est de les accompagner. Ils se forment aussi, ils s'informent dans des rencontres d'associations d'élus et je peux témoigner que régulièrement, les associations départementales des maires, dans le cadre de la préparation des congrès de l'Association des maires de France ou autres, invitent des experts pour parler de ces enjeux. L'an dernier, il y a même eu une très grosse séquence consacrée à la data IA au congrès des maires, porte de Versailles à Paris. Sans oublier, permettez-moi de le dire, on sort peut-être un petit peu du cadre habituel du travail des agents publics qui sont présents aujourd'hui, les formations politiques, quelques formations politiques organisent aujourd'hui des temps de débat et de formation pour leurs adhérents et donc les élus locaux en font évidemment partie. Vous dire aussi que l'une des raisons qui fait que ce sujet intéresse les élus, c'est que c'est un sujet qui intéresse les Français. Moi, je dis souvent, le service public a cette force et cette chance d'être en prise directe avec le service public local, évidemment, cette chance et cette force d'être en prise directe avec les usagers. Et je dis parfois, le service public local, il n'est pas sous cloche. Les sujets qui intéressent nos concitoyens sont des sujets qui intéressent nos élus, qui les représentent. Et c'est sans doute une grande différence entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État que de travailler avec des élus qui peuvent réagir plus rapidement sur un certain nombre de choses. Je vous montre à l'écran là une capture d'écran d'une grande étude qui a été faite par l'Observatoire Data Publica. Elle est disponible sur le site de l'Observatoire gratuitement. C'est un sondage qu'on a fait avec Ipsos auprès des Françaises et des Français pour savoir ce qu'ils pensent de la data et ce qu'ils pensent de la data utilisée par les acteurs publics, ce qu'ils pensent aussi accessoirement de l'intelligence artificielle. Et je ne veux pas vous raconter toute cette histoire, je voudrais juste insister sur un chiffre qui est important. Nos concitoyens en France sont plutôt inquiets de la mise en data de notre société, d'être suivis, tracés dans leur comportement de consommateurs, de touristes, de voyageurs, d'automobilistes. Ça, c'est quelque chose qui pèse un petit peu sur notre société et l'arrivée de l'IA ne fait que l'aggraver. Par contre, nos concitoyens, et ça, il faut le dire à vos élus, nos concitoyens ont confiance dans la manière dont le service public en France gère les données. Nous avons tout à fait confiance dans le système santé et nous avons tout à fait confiance dans le système public local. Nos concitoyens considèrent qu'une mairie, elle est tout à fait fondée à utiliser de la data pour améliorer l'efficacité de ses services, pour améliorer la rapidité du traitement d'informations, pour mieux cibler un certain nombre de politiques publiques. Alors que nos concitoyens se méfient énormément, évidemment, des GAFA et autres. Je ne le détaille pas, mais il faut le dire aux élus, il y a un a priori de confiance qui existe et nos concitoyens s'intéressent à ce que le service public peut faire de la data. Pour terminer mon propos, un petit mot sur l'intelligence artificielle. Il y a aujourd'hui un engouement évident, certain, que l'on a quantifié des collectivités territoriales françaises pour tester des choses en matière d'intelligence artificielle. Ce que vous avez à l'écran, c'est le dernier baromètre de l'Observatoire Data Publica qui nous montrait, c'était il y a quelques mois maintenant, 2024, que plus d'une collectivité sur trois, y compris les communes de petite taille, dans la strate 3500 à 10 000 habitants, une collectivité sur trois a commencé à tester des sujets d'IA et 15% nous disaient vouloir le faire dans les prochains mois. Aujourd'hui, en juin 2025, très certainement, plus d'une collectivité, quelle que soit sa taille, sur deux, a commencé à tester des sujets d'intelligence artificielle. On peut en penser beaucoup de choses, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. J'avais d'ailleurs animé un webinaire pour Data Grand Est sur le sujet il y a quelques mois en arrière. On peut en penser beaucoup de choses, c'est bien, c'est pas bien, c'est de la mode. On teste des choses, on verra ce qui va vraiment intervenir dans 2 ans dans les processus quotidiens de gestion du service public ne ressemblera sans doute pas à ce que nous sommes en train de tester aujourd'hui. Ça n'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est de se saisir de ce sujet et surtout de comprendre qu'on ne peut pas faire d'IA sans data. Et si vous avez aujourd'hui des interlocuteurs, ça vaut pour les élus, je me permets de le dire, ça vaut peut-être aussi pour certaines directions générales des services qui pensent que l'on va pouvoir se saisir très rapidement du sujet de l'IA sans avoir pris le temps, fait l'effort, fait les choix que vous aviez peut-être pourtant proposé il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, de travailler différemment sur la data, eh bien c'est une erreur. Bon, je vous ai mis à l'écran une tribune que j'ai publiée dans la Gazette des communes, pas d'IA sans data, ce n'est pas une conviction, ce n'est pas une déclaration parce que ça m'arrangerait, parce que par ailleurs, moi je fais du conseil en gestion des données depuis de nombreuses années. Non, c'est une réalité tout à fait avérée, tout à fait vérifiée. Nous avons analysé plus de 250 projets d'IA
dans des collectivités locales dans tous les métiers ces derniers mois. 80 à 90% d'entre eux sont aujourd'hui arrêtés pour être réorientés, remodifiés, parce que la difficulté majeure que l'on rencontre quand on veut faire de l'IA, c'est l'accès aux données locales. Des IA qui fonctionnent, il y en a plein, mais qui ne vous serviront à rien, il y en a plein aussi, parce que les IA ne fonctionneront bien sur une politique publique locale dans un territoire donné que si elle est améliorée dans son apprentissage puis dans sa gestion par vos données locales qui auront été bien orchestrées. Et vous avez là, hein, et ça sera mon mot de la fin, ou presque, un autre élément de l'enquête de l'Observatoire qui montrait que avant d'avoir démarré de l'IA, les collectivités nous disaient, quand on leur posait la question de quels peuvent être les freins pour gérer l'IA, 19% des collectivités nous disaient on aura peut-être un problème avec nos données. Et parmi celles qui ont commencé à faire de l'IA, il y en a 38% qui nous disent tout de suite attention, on a un vrai problème de data. On n'avait pas anticipé qu'il fallait préparer nos données, les orchestrer. Pour certaines, elles sont en open data, mais elles ne sont pas en open data dans des formats, dans des volumes, dans des qualités, dans des régularités suffisantes pour alimenter des IA. Il y a plein d'autres données qu'il faut préparer. Voilà un levier de motivation et de mobilisation de vos décideurs en général et de vos élus en particulier. Alors, pour conclure, parce que Guillaume a parlé d'un parcours data pour le Grand Est, témoignez auprès de vous de ce qu'une région voisine a pu faire. Ça date d'il y a 2 ans maintenant. La région Bourgogne-Franche-Comté, que vous connaissez évidemment. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la région Bourgogne-Franche-Comté est la région la plus rurale de France. C'est la région qui a le plus grand nombre et le plus fort pourcentage de petites et de toutes petites communes. Et la région Bourgogne-Franche-Comté a souhaité construire un parcours data pour embarquer les acteurs, les décideurs de toutes ces petites collectivités dans une démarche de compréhension des enjeux de la data, puis ensuite de gestion d'un certain nombre de dispositifs. Et ce parcours a été conçu à l'attention d'abord des élus. En quoi est-ce que ça consistait? Eh bien, c'était un véritable dispositif de formation reposant sur une formation un petit peu théorique, un cours, on va dire, hein, mais aussi ensuite 3 webinaires ciblés avec des ateliers, des dispositifs dans lesquels il y avait de l'interaction sur les dimensions juridiques, sur les dimensions techniques, sur les dimensions politiques, le tout toujours illustré de très nombreux exemples extrêmement concrets dans lesquels chacun pouvait se projeter. Ça a donné lieu à la publication d'un guide qui est d'ailleurs en open source et téléchargeable sur les sites de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et ce guide, qui est un guide de vulgarisation, a également été conçu comme pouvant être aussi bien utile à des collègues fonctionnaires en poste qu'aux élus. Et ça a donné lieu à de très nombreuses initiatives ensuite. Pour clôturer un petit peu le dispositif, il a donné lieu à une certification Open Badge pour toutes celles et ceux qui avaient suivi le parcours dans sa totalité. Voilà, je voulais vous présenter cet exemple parce que il montre qu'il n'y a pas d'un côté les élus, les fonctionnaires et qu'on peut aussi travailler de façon différente pour embarquer nos élus dans ces démarches. Voilà ce qui m'a été demandé de présenter rapidement. Je vous propose de m'en tenir là et de répondre à vos questions s'il y en a. Et puis s'il y a des questions pour les 2 interventions précédentes, je pense qu'on pourra aussi mélanger les plaisirs et discuter, puisqu'il nous reste quelques minutes pour ce faire. Voilà, merci Monsieur Priol pour cette présentation. On a une dernière question, il me semble, de Michael Gallien. Et alors, je vais essayer de lire son message, c'est un peu long. Je suis pour la transparence, mais avoir le nombre de téléchargements, réutilisation de nos données en open data. Je me dis parfois que l'effort n'est pas justifié. L'open data n'est-il pas encore aujourd'hui le précaré de quelques experts? Une database n'est-elle pas plus importante? Voilà sa question. Et vous voulez réagir face à cette question? Oh, je peux, mais peut-être que Guillaume ou Benjamin voudront aussi. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on fait tous ce constat, hein, que l'open data tel qu'on l'avait imaginé, je parlais de la loi pour une république numérique en 2016, moi j'ai eu la chance de participer aux travaux préparatoires 2015, 2016, 2017, on avait tous, et à l'échelon européen, la présentation de Benjamin s'inscrit aussi dans la mesure, à l'échelle européenne, des espoirs que l'on avait tous, que le fait de publier massivement de la donnée dans des formats relativement accessibles, même s'ils étaient experts, allait générer un engouement de réutilisation.
Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait cette idée qui s'est avérée fausse, que la publication des données publiques de façon ouverte, on parlait de libérer la donnée publique dans une approche y compris économique, allait créer des dizaines de milliers d'emplois à l'échelle européenne. Bon, cette prévision-là ne s'est pas réalisée. A contrario, qui s'est avéré, et qui n'était pas prévu, ce qui s'est avéré tout à fait significatif, c'est que les collectivités qui publient le plus de données en open data sont celles qui, derrière, utilisent le mieux aussi les données. Et souvent, on constate sur des portails que les premiers réutilisateurs des données sont d'autres services publics. Et ça, c'est des choses qui sont tout à fait importantes et on a pu en mesurer l'impact, y compris sur des services ensuite délivrés aux usagers. Et j'ajouterais même qu'au sein de sa propre collectivité, aujourd'hui, dans toutes les villes ou presque, on a des applications sur smartphone pour accéder aux services publics. Celles qui marchent le mieux, celles qui donnent le plus d'informations et celles qui sont de ce fait-là les plus téléchargées, sont celles qui sont branchées directement sur les open data. C'est peut-être un peu technique, mais c'est… Donc oui, certainement, on peut se dire que sur certains jeux de données, l'effort à produire est important pour un taux d'utilisation qui est très faible. Il n'en demeure pas moins que dans les principes fondamentaux de l'open data, il y a aussi le principe de transparence et que parfois le simple fait que des données soient exposées, c'est aussi cocher une case qui est de se dire, bah oui, c'est disponible et si quelqu'un souhaite pouvoir vérifier les choses, il pourra le faire. Donc c'est toujours un équilibre entre les efforts et les usages. Mais je partage par contre, et on le constate très clairement sur les portails open data nouvelle génération, je vais dire comme ça, qui sortent, beaucoup des portails open data nouvelle génération sont des portails qui sont très éditorialisés, c'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité d'aller chercher les jeux de données, y compris parfois un petit peu techniques, mais on a aussi une éditorialisation qui est la mise en avant d'un certain nombre de données avec de la data vise, avec de la carto, avec des chiffres clés qui sont isolés un petit peu du jeu de données. Celles et ceux qui s'en contentent eh bien, auront eu accès à de l'information, et c'est aussi le rôle de l'open data, et celles et ceux qui veulent creuser et télécharger le jeu de données peuvent le faire. C'est aussi la raison pour laquelle, vous le savez sans doute, il y a des réflexions qui sont… Alors, il y a des réflexions qui sont engagées pour savoir s'il faut une loi pour une République numérique 2 qui abandonnerait sans doute, en tout cas là c'est peut-être une position personnelle que j'exprime, le principe d'un open data par défaut absolument généralisé pour se concentrer sur certains sujets. Merci pour cette réponse très, très claire et très bien détaillée. Guillaume, tu voulais réagir aussi face à cette question ou complémenter? Non, mais simplement dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'expliquer Jacques. Et c'est pour ça que je distingue souvent, moi, dans mes présentations, la partie publication de données, qui est souvent plutôt une vision assez technique, de la partie éditorialisation et valorisation. Et comme l'a très bien dit Jacques, il y a les personnes qui cherchent de la donnée et il y a des personnes qui cherchent de l'information. Et je pense qu'il y a une complémentarité. J'ai un message comme quoi mon micro est coupé. Je pense que vous m'entendez toujours. Oui, oui, oui. Pas de souci. Et je disais, oui, pour moi, il y a vraiment une complémentarité dans nos démarches. Après, c'est vrai que la qualité des données est importante. Aujourd'hui, par exemple, sur Data Grand Est, on va avoir 8000 jeux de données. Ce n'est pas 8000 jeux de données de bonne qualité. Et je pense que la qualité des données, c'est un vrai enjeu pour la suite. On a fait beaucoup de quantité à une époque. Maintenant, il faut qu'on aille plus vers de la qualité dans ce qu'on publie et on favorisera les réutilisations en favorisant cette qualité. D'accord, merci Guillaume. Et sinon, on avait une dernière question de José Arellán. Et il se demande s'il existe aussi une planification de déploiement à d'autres domaines que la finance, par exemple les données sur les déchets des Climaction. Je pense que c'est une question. Au niveau Data Grand Est, je pense que ça fait écho au fait qu'on ait travaillé prioritairement sur les données budgétaires. Donc, en fait, oui, on est obligé de faire des choix parce que c'est un problème de ressources et puis c'est un problème des experts data. On en a dans toutes les collectivités, mais qui sont sur plein de sujets différents. On ne peut pas mobiliser toujours tout le monde sur tous les sujets, sinon c'est très, très compliqué. Cette question, pour moi, fait écho à ce que j'évoquais en conclusion avec le nouveau portail Data Grand Est, où justement, on souhaite
faciliter la mise en place d'espaces de collaboration. Parce que, comme je disais, partager, publier de la donnée, ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question de savoir comment faire, d'avoir des retours d'expérience, d'échanger, de communiquer. Et donc, voilà, je renverrai vers la possibilité, à partir de 2026, puisque la plateforme va être mise en place fin 2025, à partir de 2026, on va dire, comme ça je prends un peu de marge, de pouvoir construire un espace d'échange et de travailler sur ces sujets, que ce soit les déchets ou d'autres sujets, que chaque expert puisse explorer et avancer sur la thématique qui lui semble prioritaire. Oui, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Et bon, il me semble qu'il n'y a plus de questions de la part des participants. Et voilà. Donc, en tout cas, ah oui, on a une dernière. Et on se permet de la répondre parce qu'on a encore quelques minutes. Donc, Sébastien Dupont, il demande, avez-vous posé des indicateurs de l'efficacité du portail Datarantes, réutilisation, téléchargement ou autre? Alors, je dirais, on a des informations, on a ce qu'on appelle des métriques sur la réutilisation, le téléchargement des données. Mais par contre, est-ce qu'on a posé des indicateurs au sens de l'impact et du résultat? Aujourd'hui, non, sachant que moi, c'est vrai que c'est le genre de sujet que je trouve complexe dans la mesure où ces indicateurs, en fait, ou ces métriques, plutôt ces chiffres, sont très difficiles à interpréter. Pour prendre un exemple, souvent, on publie une donnée, on a 200 personnes qui la téléchargent et qui n'en font rien, parce que simplement la donnée est là et les gens la téléchargent pour découvrir, se dire tiens, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je pourrais faire avec, et puis finalement ils n'en font rien. Et on a des données finalement qui vont être téléchargées 3 fois par an, 4 fois par an, pas plus, mais des données qui, elles, ont un vrai intérêt parce qu'elles sont utilisées par les services publics sur une dynamique de secours, par exemple, secours à la personne, ce genre de choses. Et dire ah mais la donnée finalement elle est téléchargée que 4 fois, donc ça ne fait pas beaucoup, on va l'enlever, ben, c'est là où on pourrait avoir quasiment une faute politique ou une faute technique parce qu'on pourrait mettre en péril la vie de personnes ou l'efficacité d'un service public en supprimant cette donnée. Donc oui, on a des chiffres. Le premier indicateur, c'est de se dire, par exemple, ben oui, on a 8000 jeux de données ou 8700 jeux de données sur la plateforme Datarantes. Est-ce que c'est bien? Ben oui, c'est bien parce que ça montre que les gens quand même publient de la donnée. Est-ce que ça montre que la donnée est réutilisée et a un vrai intérêt et qualitatif? Ben non, il faudrait qu'on développe d'autres outils. Et j'espère que sur le nouveau portail Datarantes, on aura plus d'indications, mais surtout plus d'indicateurs d'efficacité et non plus des chiffres qui donnent simplement des métriques qui prennent l'interprétation. Voilà, merci Guillaume. Ces réponses sont assez complètes et assez claires. On a aussi une question de Nathalie Dejour. Ah oui, je te permets. Est-ce que Benjamin, tu voulais répondre à cette question comme j'ai vu? Oui, je viens de répondre par écrit, mais simplement pour dire que les différentes actions de soutien que je vous ai rapidement présentées, elles seront réalisées d'ici février 2026. Elles sont là pour justement tester des nouveaux types d'actions et du coup, elles seront organisées en cohérence avec ce parcours data à venir, avec le déploiement du nouveau portail et autres outils de soutien. Ok, parfait.